Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir au cœur du Massif central. Nous allons vous raconter 3 histoires, 3 faits divers qui se sont déroulés dans le Massif central. Le soir du 28 septembre 2011, Sylvia, une aide-soignante, se rend au domicile de son compagnon. Mais en pénétrant dans sa maison, c'est un spectacle d'horreur qui l'attend. Le corps sans vie de Jean-Philippe gît au sol dans une mare de sang. Dépêchés sur place, les gendarmes découvrent une scène de crime particulièrement violente. Le sol et les murs sont recouverts de sang et des traces d'une lutte acharnée sont visibles. Mais il y a pire. Jean-Philippe présente de multiples hématomes et plaies à l'arme blanche. Et une lame de couteau est toujours plantée dans son sternum. Alors pourquoi s'en prendre à cet enfant du pays, apprécié de tous? Qui a pu commettre un tel massacre? Vous allez voir que cette enquête passionnante va mettre à jour un meurtre aux motivations troubles qui va traumatiser tout un village du Massif central. Je me rappelle que je criais, et je criais « Pourquoi t'as fait ça ?» Parce que moi j'étais persuadée que c'est lui qui s'était fait du mal. Le 3 août 2002, à Saint-Just-Saint-Rambert, un coup de feu retentit dans la boulangerie. Une femme en surgit, paniquée, et court demander de l'aide à sa voisine. En pénétrant dans les lieux, elle découvre horrifiée le corps de Sylvain, 22 ans, gisant dans une mare de sang. Les gendarmes locaux sont immédiatement appelés sur place pour faire les premières constatations. Il semble que le jeune boulanger ait été tué d'un coup de fusil tiré à courte distance. Installé depuis à peine 6 mois avec sa compagne, il était aimé de tous les habitants de la commune pour sa gentillesse et son professionnalisme. Alors, qui a pu lui faire subir un tel sort? S'agit-il d'un crime crapuleux ou quelqu'un lui en voulait-il personnellement? Plongé dans ce terrible fait divers qui a suscité une immense émotion dans la région et détruit toute une famille. On dit toujours que ça arrive qu'aux autres. Et quand ça vous tombe sur le coin du nez, ben, ça fait un drôle d'effet. Hein. Au sud du Massif central, le 22 août 2012, 2 habitantes sont très inquiètes. Cela fait plusieurs jours que leur voisine, Patricia, une retraitée anglaise de 58 ans, n'a pas donné signe de vie. Elles décident alors de se rendre à son domicile. Et c'est là qu'elles font une découverte terrifiante. Dans la buanderie, une gigantesque flaque de sang recouvre le sol, mais aucune trace de leur amie. En arrivant sur les lieux, les gendarmes remarquent immédiatement d'autres traînées de sang sur l'escalier extérieur et à l'intérieur de la maison. Le soir même, d'immenses battues sont organisées dans la forêt pour tenter de retrouver Patricia. Mais la quantité de sang laisse peu de place au doute. La retraitée a visiblement été victime d'un crime barbare. Alors, que s'est-il passé dans cette maison isolée? Où est le corps de Patricia? Plongé dans cette passionnante enquête aux multiples rebondissements qui va mettre à jour la vie cachée de cette femme et diviser tout un village. Il y a une flaque de sang tellement importante qu'elle a goûté au travers du plancher et que ça a sointé sur l'étage inférieur. Il y a vraiment beaucoup de sang. Nous allons maintenant vous raconter cette histoire qui s'est déroulée dans un petit village de Lozère. Ce soir-là, Sylvia décide d'aller à la rencontre de son compagnon chez lui. En pénétrant dans la maison, Sylvia va découvrir le corps de son mari, allongé, baignant dans une mare de sang. Alors qui pouvait lui en vouloir? Que s'est-il passé dans cette maison et dans ce petit village? Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin de Jean-Philippe, un jeune homme de 27 ans. L'histoire d'un rendez-vous mortel qui va briser toute une famille et marquer à jamais le village d'Aumont-Aubrac. Je me rappelle que je criais, et je criais « Pourquoi t'as fait ça ?» Parce que moi j'étais persuadée que c'est lui qui s'était fait du mal. Habitants environ, dans un décor magnifique, paisible. C'est le lieu de passage du pèlerinage de Compostelle. C'est un village touristique, tout le monde se connaît. Voilà, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de restaurants. C'est très connu pour sa gastronomie. Donc voilà, un village paisible. Le soir du 28 septembre 2011, il est 22 h, quand Sylvia, une aide-soignante de 30 ans, se rend à Aumont-Aubrac, chez son compagnon.
Sylvia doit retrouver Jean-Philippe. Ils se sont séparés depuis quelques jours. Une petite brouille entre amoureux, et puis finalement ils ont quand même décidé de se revoir. Mais sur place, Jean-Philippe n'est pas là. J'arrive à la maison, je vois qu'il n'y avait pas de voiture, pas de lumière à la maison. Donc j'ai décidé de repartir, voir si je le trouvais proche de la maison, les bars qu'il fréquentait, le casino de Chaudes-Aigues. Puis quand j'ai vu nulle part je le voyais, ni même sa voiture, je suis revenue à la maison. J'avais l'intention de lui laisser un petit mot sur la table pour lui dire que j'étais passée. À minuit et demi, étonnée par l'absence inexpliquée de son compagnon, Sylvia décide de rentrer dans la maison. Là, elle découvre un spectacle d'horreur. Il y a du sang partout dans la maison. Elle s'avance et elle finit par découvrir le corps de Jean-Philippe au sol, complètement ensanglanté. La jeune femme est pétrifiée. Dans le couloir, face à elle, son compagnon, J, inanimé. C'est un choc absolument épouvantable et donc elle est tellement horrifiée du spectacle qu'elle a sous les yeux qu'elle part en courant, qu'elle hurle et qu'elle sort de la maison. Je me rappelle que je criais, et je criais « Pourquoi t'as fait ça ?» Parce que moi j'étais persuadée que c'est lui qui s'était fait du mal. Sylvia reprend alors ses esprits et appelle les secours. Qu'est-il arrivé à Jean-Philippe? A-t-il tenté de mettre fin à ses jours, comme le pense sa compagne? Ou bien lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus sordide? À Aumont-Aubrac, les gendarmes de la brigade locale arrivent rapidement sur place. Ils gèlent immédiatement les lieux et procèdent aux premières observations. Les enquêteurs vont découvrir d'emblée un couteau planté dans le sternum de Jean-Philippe, un couteau dont on ne retrouve pas immédiatement le manche. Les enquêteurs vont constater des hématomes nombreux au niveau de la partie crânienne, des plaies par arme blanche sur toute la partie haute du corps. On est donc dans une scène d'une rare violence. Face à un tel acharnement, les gendarmes n'ont plus aucun doute sur le caractère criminel de cet acte. Ce qui les frappe, c'est d'une part le très grand nombre de traces de sang et de traces de lutte. On voit qu'il y a des choses qui ont été cassées, des objets qui ont été cassés et renversés, qu'il y a eu comme une espèce de progression en fait à l'intérieur de l'appartement, et il tire un peu la conclusion que Jean-Philippe a dû essayer d'échapper à son agresseur ou à ses agresseurs. Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble et plusieurs éléments attirent leur attention. Il y a deux choses qui manquent. Il manque la voiture de Jean-Philippe et il manque son téléphone portable. Deux objets dont il ne se séparait jamais puisqu'il adorait cette belle voiture de luxe. Et puis son téléphone, évidemment, comme tout le monde, il avait toujours à portée de lui. Le corps est envoyé à l'Institut médico-légal de Montpellier pour autopsie. À Aumont-Aubrac, les gendarmes se rendent au domicile de Vincent, le père de Jean-Philippe, pour lui annoncer la terrible nouvelle. Quand j'ai appris ça, j'ai de suite cherché les causes qu'il avait, que pourquoi on l'avait tué, parce que il faisait pas de bruit, il ne fait rien à personne, il ne trafiquait pas, ni rien du tout. Sur le terrain, les gendarmes effectuent une enquête de voisinage. Si la maison de Jean-Philippe est assez isolée, un témoignage pourtant les intrigue. On va apprendre par la voisine d'en face qu'elle a observé deux hommes avec un véhicule qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs devant la maison en début de soirée. Quelques heures plus tard, dans la nuit, les enquêteurs retrouvent la voiture de Jean-Philippe. Le véhicule est abandonné sur une route départementale à quelques kilomètres du domicile du jeune homme. Première chose troublante, il n'y a aucune trace d'effraction sur la voiture. Deuxième chose troublante, impossible de découvrir les clés. Donc, ils se disent que c'est quelqu'un qui est parti avec les clés de la voiture, depuis chez Jean-Philippe, et qu'il a abandonné à cet endroit, en bord de route. Et également, à côté de cette voiture, ils découvrent les traces de pneus d'une autre voiture qui semble visiblement avoir démarré de façon un peu précipitée. Une enquête est alors ouverte, et c'est la brigade de recherche de Nîmes qui prend le relais. Que vont découvrir les gendarmes en s'intéressant à l'histoire de Jean-Philippe?
Le jeune homme de 27 ans avait-il des ennemis? Et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une telle barbarie? À Aumont-Aubrac, les gendarmes viennent de recevoir les résultats de l'autopsie. Ils sont sans appel. Le jeune homme de 27 ans a vécu l'horreur. L'autopsie révèle qu'il y a eu un acharnement sur le corps de Jean-Philippe, 12 coups de couteau, donc plusieurs qui ont été mortels. Il n'a aucune trace de défense. Il n'a jamais à un moment cherché à empoigner l'arme, à essayer de mettre la main, ce genre de blessure qu'on a lorsque quelqu'un est attaqué et essaie de se défendre. Donc cela confirme le scénario qui s'esquisse déjà, qui est que Jean-Philippe en fait a cherché à fuir et a été rattrapé par son agresseur qui a usé d'une violence extrême pour mettre fin à ses jours. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Nîmes poursuivent leurs investigations et s'intéressent alors à la personnalité de Jean-Philippe. Sur le plan personnel, les enquêteurs ne découvrent pas de faille particulière. C'est un enfant du village, son papa est connu, il tient un gîte, c'est quelqu'un de respectable, impliqué dans la vie locale. Donc Jean-Philippe, tout le monde le connaît. Jean-Philippe est décrit comme un garçon vraiment très serviable, très gentil, toujours prêt à rendre service aux autres. Pourtant, à 16 ans, Jean-Philippe voit sa vie bouleversée. On apprend que ce garçon a été victime d'un très grave accident de la circulation en 1999, que suite à cet accident, son invalidité a été évaluée à 80%. Non pas que cela impacte sa motricité, mais c'était un très très lourd traumatisé crânien. De sorte qu'il était handicapé dans tous les actes de la vie, une perte d'autonomie, une incapacité à avoir des activités professionnelles. C'est sûr qu'il n'a plus été du tout le même, parce que déjà psychologiquement il n'était plus le même, il se sentait un peu diminué par rapport aux autres, tout ça. Cet accident est un véritable coup dur pour Jean-Philippe. Il traverse alors une période de dépression. Jean-Philippe a rencontré des difficultés, sans doute des mauvaises fréquentations, être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il lui est arrivé, il a sombré dans la drogue. Suite à cet accident, une bataille va s'engager pendant plusieurs années entre les assurances. L'assurance va lui accorder une très grosse somme d'argent en réparation, bien évidemment, du préjudice physique et moral qu'il a subi dans cet accident. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes retracent la journée avant les faits et découvrent que Jean-Philippe, qui était sans activité, mais s'est rendu à Chaudzeg au casino. Il a joué aux machines à sous, avec succès d'ailleurs, puisqu'il a gagné 3 000 €. Quelqu'un en aurait-il voulu à son argent? C'est alors que le témoignage de Vincent, le père de Jean-Philippe, va donner aux enquêteurs une information capitale. Le jour du meurtre, le jeune homme devait vendre sa voiture. Jean-Philippe avait dit à son papa qu'il avait déjà des acheteurs potentiels et donc qu'il avait rendez-vous ce soir-là avec un acheteur. Les gendarmes tiennent enfin une piste. Mais qui est cet homme qui, avec Jean-Philippe, avait rendez-vous le soir de sa mort? Y a-t-il un lien entre la vente de la voiture et le meurtre du jeune aumônier? Ou les gendarmes font-ils fausse route? À Aumont-Aubrac, l'enquête avance à grands pas. Et la deuxième fouille du domicile de Jean-Philippe va porter ses fruits. Lorsque les gendarmes examinent l'ordinateur, ils vont finir par découvrir un document qui a été scanné ce soir-là par Jean-Philippe, qui est un compromis de vente. Et sur le compromis de vente, il y a enfin l'identité du mystérieux acheteur qui est venu ce jour-là. Il s'agit de Xavier. Il retrouve également des traces d'ADN correspondant à l'identité révélée de Xavier sur les documents trouvés dans l'ordinateur. Les enquêteurs rassemblent alors un maximum d'informations sur ce fameux Xavier. Le jeune homme de 21 ans habite Mende, une ville voisine.
Ce qu'on va apprendre de lui, c'est qu'il est élevé par une maman d'origine tahitienne, par un papa ancien légionnaire qui est devenu routier, que l'atmosphère à la maison n'est pas des plus agréables, il y a des tensions entre les parents, et puis un papa qui est soit absent, soit lorsqu'il est à la maison, trop violent à l'égard de Xavier, de ses enfants. Malgré une scolarité chaotique et 2 condamnations pour des faits de vol avec violence, Xavier réussit tout de même à s'intégrer professionnellement. Xavier travaille dans une grande entreprise de distribution, on va dire, alimentaire, la semaine. Et puis, le week-end, il est vigile dans une discothèque de la région. À côté de ça, c'était aussi quelqu'un qui plaisait, forcément. Que ce soit aux filles ou aux personnes en général, il y avait toujours un bon feeling qui passait avec les gens. C'est un beau garçon, un type costaud, grand, avec un visage très fin. Et il est depuis quelques mois en couple avec Marion. Marion, qui est fille de gendarme, qui est également élève gendarme, puisque son rêve c'est de rentrer dans la gendarmerie comme son papa. En parallèle, les enquêteurs entendent à nouveau les proches de Jean-Philippe. Et un des témoignages va confirmer leurs soupçons. La sœur de la victime, Marie, va donner une information qui est validée aussi par un autre témoin, selon laquelle Xavier a été aperçu sur la place de Montbrac le soir des faits, le 28 septembre, entre 19h30 et 20h. A priori, Xavier est donc la dernière personne à avoir vu Jean-Philippe. 2 semaines après le meurtre, les enquêteurs ont donc suffisamment d'éléments pour interroger leur suspect. Et surprise, c'est lui qui va se présenter spontanément à la gendarmerie. Xavier anticipe sur la décision sans doute des gendarmes et prend les devants, va les voir en leur disant « Écoutez, on parle beaucoup à droite à gauche, je suis peut-être celui qui a vu la victime avant sa mort, le dernier à l'avoir vue avant sa mort, donc je tiens à préciser les circonstances de notre rencontre ce jour-là. » Il était intéressé par le véhicule de Jean-Philippe, qu'il voulait l'acheter, que même un compromis de vente a été rédigé ce soir-là, qu'ils ont bu une bière, que là, après discussion avec Marion, sa compagne donc, qui a jugé qu'il était déraisonnable d'acheter un tel véhicule de luxe, il avait envoyé un petit texto à Jean-Philippe pour lui dire qu'il renonçait à cette acquisition, lequel lui aurait également immédiatement répondu par texto que c'était pas grave. Une version confirmée par Marion, sa petite amie. La parole de l'élève gendarme n'est pas mise en doute et le couple repart libre de la gendarmerie. Alors, Xavier et Marion ont-ils dit toute la vérité? Et si c'est le cas, qui a donc bien pu tuer Jean-Philippe? À la brigade de recherche de Nîmes, l'exploitation des communications téléphoniques va faire basculer l'enquête. Pour les gendarmes, Xavier et Marion ne sont pas étrangers au meurtre de Jean-Philippe, comme ils ont tenté de le faire croire. On va découvrir que les versions données par Xavier et Marion ne coïncident pas avec les données téléphoniques. Et notamment, les échanges de textos entre Marion et Xavier vont démontrer qu'ils ne se trouvent pas à leur domicile de Mende, comme ils l'affirment, mais bien au Montbrac. Et l'ADN retrouvé dans la voiture de Jean-Philippe va confirmer la piste des enquêteurs. Il s'agit de celui de Xavier, qui apparaît désormais comme le suspect numéro 1. On va retrouver du sang, le sang de Xavier et le sang de la victime. Donc effectivement, on peut dire que les taux se resserrent, puisque chaque fois qu'une investigation est menée, le résultat mène à la personne de Xavier. Les enquêteurs ont maintenant la certitude que Xavier et Marion ont menti délibérément le 11 octobre 2011 au moment de leur déposition. Le 10 janvier 2012, le jeune couple est interpellé à Grenoble et immédiatement placé en garde à vue. Ça a été un soulagement, si on peut appeler ça comme ça, de me dire ils ont mis un nom sur celui qui a fait ça.
On va peut-être avoir des réponses à nos questions. Et puis beaucoup de colère après Xavier. Au fur et à mesure des auditions, Xavier va donner différentes versions de son rendez-vous avec Jean-Philippe, plus invraisemblables les unes que les autres. Dans une première version, il va impliquer un tiers qui serait arrivé de manière inopinée au moment de la transaction sur la voiture et qui aurait tué Jean-Philippe. Pris de panique, il aurait quitté les lieux avec le véhicule de la victime. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Nîmes le mettent alors face à ces contradictions. À un moment, il finit par avouer que c'est lui et il livre une explication qui est étonnante. Donc il explique qu'au moment de remplir le certificat de cession, il est obligé de sortir ses papiers d'identité, donc il ouvre son portefeuille. Lorsqu'il ouvre son portefeuille, il y a la photo de sa fiancée, Marion. Et là, Jean-Philippe, selon Xavier, se serait livré à des propos déplacés et plutôt cavaliers à l'égard de sa compagne en lui prêtant toutes sortes de qualités. Ce qui aurait mis Xavier dans une fureur fracassante, terrible, meurtrière et qui aurait justifié une bagarre. Marion, quant à elle, dit ne pas avoir assisté à la scène. Elle attendait Xavier sur la place d'Aumont-Aubrac. Elle va expliquer qu'elle voit apparaître Xavier complètement déstabilisé, avec du sang, en panique. Elle va s'apercevoir que Xavier, qui n'avait pas d'argent, a 3 000 € sur lui, ce qui est quand même une forte somme d'argent. Les enquêteurs font immédiatement le rapprochement avec les 3 000 € gagnés la veille par Jean-Philippe au casino. Xavier va répondre que c'est de l'argent que Jean-Philippe lui devait. Alors Marion, quand même, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, elle est très amoureuse de Xavier, et donc elle va croire à la version de Xavier. Elle n'a pas du tout pris conscience de la gravité de ce dans quoi elle était entraînée et de ce à quoi elle a participé directement ou indirectement en aidant Xavier juste après son crime et en dissimulant effectivement ce qu'elle savait du déroulement de cette soirée. Xavier est placé en détention provisoire. Marion, elle, est placée sous contrôle judiciaire pour le recel des 3 000 €. Le 18 avril 2012, une reconstitution a lieu en présence de Xavier et coup de théâtre, le jeune homme revient sur ses déclarations et nie les faits. Il ne participe pas, il explique qu'il est étranger à ce crime, que c'est pas son histoire, ce qui suit c'est après. Et puis il expliquera par la suite qu'il a été obligé de livrer des aveux contraints. Et que même les aveux qu'il a donnés, donc ces petites bribes d'aveux, même sur ces aveux-là, il revient. Il revient sur tout, il contredit tout. Il a une explication différente sur chacun des points. Le procès fera-t-il la lumière sur ce qui s'est déroulé précisément lors de ce rendez-vous mortel? Quelle sera l'attitude de Xavier face aux jurés? Et quel rôle Marion a-t-elle eu dans cette affaire? Le 17 septembre 2014, 3 ans après les faits, le procès de Xavier et de Marion s'ouvre à la cour d'assises de Mende. L'ambiance y est particulière, car dans la région, on n'a pas l'habitude de ce genre de procès. La salle du tribunal du palais de justice de Mende est archi-comble. Il y a une tension extrême. La famille, les proches de Jean-Philippe sont présents. Pour la famille de Jean-Philippe, ce procès s'annonce éprouvant. Ce qui m'a fait le plus peur, en premier lieu, c'était de me retrouver dans la même salle que lui. Je ne savais pas comment j'allais réagir. Je ne savais pas si j'allais être capable de me contenir, si j'allais être capable de parler, si j'allais être capable de le regarder, de l'écouter. Ça a été ma première crainte, d'être face à lui. Chacun espère en savoir plus sur les circonstances du crime. Mais face aux interrogations de la famille, Xavier reste impassible, comme étranger,
à son propre procès. Surtout son regard qui m'a interpellé. Parce que c'était pas le regard du Xavier que j'avais connu à l'époque. Il avait vraiment un regard sombre. Sombre, froid. C'est vraiment pas choquant, mais ça donne des frissons. Malgré ses aveux en garde à vue, Xavier revient sur sa dernière version, incluant à nouveau la présence d'un tiers. Le premier jour, donc le mercredi 17 septembre 2014, ne reconnaît rien, il n'y est pour rien, il n'a rien fait. Donc c'est là, pour la famille de Jean-Philippe, c'est la catastrophe. On se demande même, mais est-ce qu'il va avouer ce qu'il a fait? Les experts psychiatres qui défilent à la barre vont confirmer que Xavier a une personnalité marquée par les carences de son enfance. Les expertises vont décrire Xavier Motte comme un personnage borderline, ce qui semble assez cohérent par rapport à ce qui lui est reproché, par rapport à ce qui a pu se passer. Ils vont décrire Marion comme étant facilement manipulable, naïve, etc. Ça, j'en suis moins sûr. Je pense qu'elle est peut-être sous l'influence de sentiments amoureux qui a fait qu'elle avait perdu une forme de lucidité. Mais la lucidité, l'un et l'autre, ils en ont eu beaucoup, et beaucoup de sang-froid pour créer des faux alibis après les faits. À la différence de Xavier, Marion comparaît libre. À la barre, la jeune femme de 23 ans est beaucoup plus expressive que son ancien compagnon. Elle va se montrer très émue aussi par moments par toute cette histoire, en expliquant qu'elle était amoureuse, qu'elle a agi par amour uniquement. Il y a des crises de larmes à la barre et un contraste entre l'émotion extrême de Marion et la froideur totale de Xavier qui lui est incapable d'exprimer la moindre émotion. Son avocat décide alors de passer à la vitesse supérieure. Face à la cour, il pousse son client à assumer ses responsabilités. Il est toujours derrière ce bunker indestructible. Alors à l'audience, je le secoue. Il y aura pas grand-chose, mais l'essentiel, oui, c'est moi. Après 3 jours de procès, le verdict tombe. 25 ans de réclusion criminelle pour Xavier, soit 5 ans de plus que les réquisitions de l'avocat général. Marion, elle, est condamnée à 2 ans d'emprisonnement. Elle part le soir même, en prison. Mais pour le père de Jean-Philippe, il n'y aura pas de pardon. Verdict qui tombe, moi ça m'a rien fait du tout. Je me suis dit, oui, mais peut-être à 25 ans, mais moi à 25 ans, lui, il sera libre. Il pourra ressortir, même avant les 25 ans. Alors que mon fils, il n'est plus là. Et lui, je ne le reverrai plus. Aujourd'hui, 4 ans après le décès de Jean-Philippe, la vie a repris son cours dans le village d'Aumont-Aubrac. Pourtant, rien ne sera plus comme avant pour ses proches, qui restent dans l'incompréhension de cet acte criminel. Sylvia, de son côté, a toujours du mal à concevoir l'avenir sans celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie. J'imagine qu'on aurait refait notre famille à nous. Tous les deux, on était 2 familles recomposées, mais on voulait notre famille à nous. Donc c'est vrai que quand je vois tous les gens qui continuent à vivre normalement, qui ont des enfants, etc., moi je me dis, on me l'a enlevé. Crime toujours installé au cœur du Massif central et nous allons maintenant nous rendre dans le petit village de Saint-Just-Saint-Rambert. Ce jour-là, un coup de feu retentit dans la boulangerie. Une femme en sort en courant et va se réfugier chez une voisine. Ensemble, elles reviennent dans la petite boutique et elles vont découvrir le corps du boulanger âgé de 22 ans. Alors qui a pu vouloir ainsi le tuer? Que s'est-il passé dans cette boulangerie? Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'un jeune couple de boulangers, à qui tout semblait réussir, mais qui a croisé la route d'un surprenant trio criminel pour un meurtre de sang.
Nous sommes à Saint-Just-Saint-Rambert, une ville au cœur du Massif central, née de la fusion de Saint-Just et de Saint-Rambert, deux communes séparées par la Loire. À une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne, elle est le compromis idéal entre la grande agglomération anonyme et la ville de campagne. Petite ville de 15 000 habitants, plutôt rurale, une ambiance de village, tout le monde se connaît. C'est une ville tranquille, au bord de la Loire, sur les bords de Loire, avec une population qui est souvent des Stéphanois qui résident là-bas. Le samedi 3 août 2002, la journée s'annonce belle et ensoleillée. Vers 16h, Viviane, une habitante de Saint-Just-Saint-Rambert, s'apprête à sortir de chez elle. Elle doit retrouver son compagnon, qui l'attend pour une promenade champêtre. Et à ce moment-là, j'entends des cris et des claquements. C'est Virginie, sa voisine boulangère, qui est visiblement paniquée. Dans la seconde qui a suivi, elle a débarqué à la sortie du fournil, m'a saisie par les bras et s'est mise à hurler. Elle a un gros fusil, elle va nous tuer, fais quelque chose, viens, monte. Sous le choc, Viviane et son compagnon tentent de calmer Virginie. Là, j'ai entendu un bruit sourd. Nous nous sommes approchés vers la porte de la boulangerie. Et puis, à ce moment-là, comme j'étais baissée, j'ai aperçu les yeux de Sylvain, derrière la porte vitrée. Sylvain, c'est le mari de Virginie. Il gît au sol, dans une mare de sang. Viviane appelle immédiatement les secours et retourne auprès de Virginie. Elle est dans un état de stress. Elle tremble, elle est tétanisée. Alors, que s'est-il passé dans la boulangerie de Saint-Just-Saint-Rambert? Les secours arriveront-ils à temps pour sauver Sylvain? À Saint-Just-Saint-Rambert, les gendarmes viennent d'arriver sur place. Ils découvrent alors le corps sans vie de Sylvain. Le boulanger n'avait que 22 ans. Immédiatement, il sécurise les lieux et procède aux premières constatations. La scène est assez dure puisque Sylvain est allongé, le bras gauche légèrement replié. Vraisemblablement, il a eu un geste de défense. Il a pris une décharge à la hauteur pratiquement du cœur, mais sur le côté du corps, côté gauche. La scène est d'autant plus dure qu'il y a, à même le sol et sur la vitrine à l'intérieur duquel se trouvent les gâteaux, le pain, des morceaux de chair, hein, puisque visiblement, le coup, la décharge a été porté très près du corps. L'acte criminel ne fait aucun doute. Et la brigade de recherche de Montbrison prend le relais. La police scientifique, arrivée en renfort, se met à la recherche du moindre indice. Les gendarmes découvrent une bourre de munitions qui est au niveau du genou du boulanger. La caisse est vide, mais à côté du corps, il y a un billet de 10 € qui demeure. Sylvain aurait-il été tué pour une poignée d'euros? Pour Daniel, son père, c'est toute une vie qui s'effondre en un instant. Eh ben, je l'ai appris en Haute-Savoie, chez ma mère, par mon fils aîné, qui était en pleurs au téléphone, et qui m'a dit, Sylvain vient de se faire tuer. On dit toujours que ça arrive qu'aux autres. Et quand ça vous tombe sur le coin du nez, ça fait un drôle d'effet. Hein. Là, on a envie de tuer tout le monde. Bien que traumatisée par ce qu'elle vient de vivre,
Virginie, la seule témoin et épouse du boulanger, est interrogée sur place. Elle explique qu'elle était en train de téléphoner à une amie lorsque elle a entendu la sonnette de la boulangerie. Sans prendre d'ailleurs la peine de raccrocher, elle est allée pour servir l'éventuel client. Et là, elle se retrouve aussitôt face à une femme armée d'une carabine qui la pointe dans sa direction en lui disant « la caisse, la caisse ». Elle va donner un descriptif qui est une femme, apparemment, cheveux courts, bijoux, grande, costaud. Terrifiée, Virginie prend la fuite et se réfugie chez sa voisine Viviane. Elle indique aux enquêteurs que son mari faisait la sieste à l'arrière de la boutique. Sylvain, réveillé par les hurlements de sa femme, s'est précipité dans la boulangerie et s'est retrouvé face à son meurtrier. À partir des informations précises que Virginie leur fournit, les enquêteurs établissent un portrait robot de la criminelle et le diffusent dans toute la région. À Saint-Just-Saint-Rambert, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'émotion est énorme. Elle est énorme parce que Saint-Just-Saint-Rambert, c'est une petite ville, un gros village, tout le monde se connaît et naturellement le boulanger, il y en a peu. C'est une personnalité marquante du village. Alors, qui est cette femme qui a tiré sur Sylvain? Et pour quelle raison l'aurait-elle fait? S'agit-il d'un braquage qui a mal tourné? Ou en voulait-elle au boulanger, au point de le faire disparaître? À la gendarmerie de Montbrison, les recherches se poursuivent, mais les enquêteurs n'ont toujours aucune piste. Ils tentent alors d'en savoir plus sur la vie du jeune boulanger, afin de déterminer s'il avait des ennemis. C'était un gamin qui avait la bougeotte. Il fallait qu'il se dépense beaucoup. Alors, il a fait pendant plusieurs années du basket. C'était sa passion, il y avait sa moto aussi. Et puis son travail. Originaire de Vauche, un village voisin, Sylvain se passionne très jeune pour la boulangerie. Son CAP en poche, il multiplie les expériences. Puis un beau jour, il a dit « Bon, j'en ai marre de travailler pour les autres, je vais me mettre à mon compte ». Et c'est de là qu'il a trouvé cette boulangerie à Saint-Just-Saint-Rambert. C'est des patrons qui prenaient leur retraite. C'est de là que c'est parti. En 1997, Sylvain fait la connaissance de Virginie, 19 ans. Et c'est tout de suite le coup de foudre. Il lui fait partager sa passion pour la boulangerie et elle y prend rapidement goût. C'était un jeune couple qui était très gai, gracieux. Et Sylvain, j'ai jamais vu un tel bosseur. Ils avaient décidé de se marier civilement tous les deux juste avant l'achat de cette boulangerie. Et ils avaient prévu de fêter ou de se marier religieusement l'année d'après et pouvoir fêter ça dignement après avoir travaillé pendant un an. Visiblement, le couple n'avait pas d'ennemis. La thèse du règlement de compte est écartée et l'enquête s'enlise. Des rumeurs se répandent alors à Saint-Just-Saint-Rambert, chacun essayant de trouver les raisons d'un tel acte. Tout le monde a besoin d'une explication sur cette agression. Est-ce que Sylvain avait des ennemis? Est-ce que sa réussite rapide ne lui avait pas créé d'ennemis pour d'autres commerçants, d'autres boulangers? S'il y avait des relations difficiles ou des relations adultères ou avec un tel ou avec un tel. Donc vous savez, toutes les rumeurs sont là et tout le monde cherche des explications.
Sur le bureau des enquêteurs, les résultats de l'autopsie viennent d'arriver. On va constater qu'on a abattu ce garçon d'une cartouche de chevrotine, qu'elle lui a touché effectivement le côté gauche, vers l'aine du bras, qu'elle a profondément investi les poumons et que ceci va déclencher une hémorragie quasiment générale, cardiovasculaire entre autres, pour que ce garçon puisse mourir malheureusement dans ces conditions. Si cette analyse confirme la violence du crime, malheureusement, elle n'apporte pas d'éléments nouveaux. Pour la famille de Sylvain, c'est un nouveau coup dur. Moi, comme ma femme, comme tout le monde, on dit bah, c'est foutu. Il n'y a rien qui va se débrider. Et puis, bon, bah, les personnes qui ont fait ça, la personne qui a fait ça est toujours dans la nature. Et, bon, on prend son mal en patience. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est alors que le 22 octobre 2002, survient un rebondissement dans l'enquête. Près de 3 mois après les faits, une personne se présente spontanément à la gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert. Elle affirme détenir des informations capitales sur le meurtre du boulanger. Une jeune fille, prénommée Émilie, indique brûle pour point aux gendarmes qu'elle aurait des informations à donner sur les auteurs de ce crime. Et elle donne des éléments en indiquant qu'elle connaîtrait ou qu'elle connaît la personne qui est l'auteur de cet assassinat. Alors, que va révéler Émilie aux enquêteurs? Est-ce un témoignage à prendre au sérieux? Et leur permettra-t-il d'identifier, enfin, l'auteur du crime? À la gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert, Émilie est auditionnée. Dans l'impasse, les enquêteurs espèrent que ce témoignage leur permettra d'y voir plus clair dans le drame de la boulangerie. Elle explique que depuis quelques mois, elle vit à Saint-Étienne, dans un appartement avec 2 femmes et une petite fille aussi. Que le ménage à 3 qu'elle constitue avait de réels problèmes d'argent. Émilie a 19 ans. Elle vit en concubinage avec Magali, 31 ans, et Anne-Sophie, 30 ans, maman d'un enfant d'1 an et demi. Le 3 août 2002, la coupe est pleine. Après avoir consommé de l'alcool et des produits stupéfiants, Magali, considérée comme la chef de famille, décide de passer à l'acte. Ce jour-là, Magali dit on a besoin de sous, je vais chercher des sous. Mais les heures passent et Émilie, restée au domicile, ne voit pas revenir ses 2 amis. La jeune femme s'inquiète. Elle va téléphoner à ses compagnes pour savoir où elles en sont. Puis elle va constater que tout le monde revient à un moment donné, mais qu'elles reviennent et Magali est couverte de sang. Qu'elles lui ont expliqué que ça avait mal tourné, qu'un coup de feu avait été tiré et que quelqu'un avait été touché. Elles vont regarder les informations le soir même et apprendre qu'effectivement, au cours de cette agression, celui qui a été agressé a été tué. Ces révélations sont une aubaine pour les enquêteurs. Mais avant d'arrêter les 2 suspects, ils s'intéressent à leur personnalité. Magali est issue d'un couple de commerçants. Son père était charcutier, sa mère aussi. L'un comme l'autre, ses parents ont eu des problèmes de santé assez sérieux, mais elle a eu une enfance relativement normale. Elle a un frère. Elle-même n'est pas allée très loin dans ses études. Professionnellement, Magali est quelqu'un qui a fait beaucoup de petits boulots, qui n'avait pas une vie professionnelle très stable. Ensemble depuis 10 ans, Magali et Anne-Sophie ont un parcours de vie assez similaire.
Une vie professionnelle instable. Elle a abandonné ses études d'infirmière et depuis, elle aussi multiplie les petits boulots et élève essentiellement sa fille avec les prestations familiales. En 2001, le couple va voir son équilibre bouleversé par l'arrivée d'Émilie, une jeune fille de 19 ans. Émilie rencontre effectivement Magali dans un bar, elles se plaisent sans doute, hein, elles souhaitent vivre ensemble, ce qui va quand même poser des problèmes, parce qu'il faut quand même se souvenir que Magali est déjà engagée avec Anne-Sophie. Une autre information, découverte par les gendarmes, va finir de les convaincre de l'implication des deux jeunes femmes dans le crime du boulanger. On apprendra également que Magali aime la chasse, qu'elle détient un fusil de chasse, qu'elle avait acheté à l'époque lorsqu'elle était dans la région marseillaise, et que, effectivement, tout laisse à penser que c'est peut-être sans doute l'auteur des faits qu'on a pu constater. Pour les enquêteurs, il ne reste plus qu'à entendre les intéressés. Alors, Magali avouera-t-elle être l'auteur du meurtre de Sylvain? Les trois femmes auront-elles la même version des faits? Et quel a été le rôle de chacune dans ce crime odieux? Au lendemain de l'audition d'Émilie, les enquêteurs n'ont aucun doute sur l'implication de Magali et Anne-Sophie dans le meurtre de Sylvain. Les deux femmes sont interpellées et placées en garde à vue. Dans un premier temps, Magali nie les faits, mais elle finit rapidement par avouer le déroulement de cette journée tragique. Elle va décider d'aller faire effectivement un vol à main armée pour trouver de l'argent, pour qu'elle puisse survivre. Donc ça, elle va le dire et l'assumer. Elle va dire qu'elle a pris l'arme qu'elle avait avec elle, qu'elle l'a mis dans la voiture, qu'elle est partie avec Anne-Sophie. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Elle s'arrête dans une petite commune à côté de Saint-Just-Saint-Lambert pour un bureau de tabac ouvert. Elles se garent et elles sont surprises par un véhicule de police, bien évidemment, qui venait là par hasard. Et se trouvant confrontées à cette présence policière, elles ont décidé de partir. Et en repartant, elles passent dans une petite rue devant la boulangerie de Sylvain de Virginie. Et là, elles décident de s'arrêter. Puis elle explique que lorsqu'elle est rentrée et qu'elle s'apprêtait à voler la caisse, la boulangère était rentrée à l'intérieur de la boutique, qu'elle l'avait menacée, que la boulangère était partie en criant, qu'elle s'était emparée de l'argent qui était dans la caisse et qu'au moment où elle repartait, le boulanger avait fait irruption à son tour, lui aussi en criant, qu'il s'était précipité sur elle. Dans un premier temps, elle dira, je crois qu'il avait un couteau à la main. J'ai paniqué, j'ai tiré et je me suis enfui. Le mobile, on le connaît. Il est désespérant. Désespérant. La vie d'un homme, c'est 30 €. La vie d'un jeune homme de 22 ans, c'est 30 €. Magali avoue donc le meurtre tout en invoquant la légitime défense. En parallèle, les gendarmes perquisitionnent le domicile des trois femmes et ce qu'ils y trouvent est accablant. Ils ont eu la confirmation puisqu'ils ont trouvé des cartouches de fusil de chasse qui pourraient correspondre bien évidemment à celles qui avaient été utilisées et en plus un fusil qui certes n'avait pas de signature mais qui correspondait parfaitement à l'arme qui a pu être utilisée. Dans le bureau des enquêteurs, Magali tente en vain de se disculper. Magali explique à un moment donné qu'elle entendait se constituer prisonnière. Là aussi, c'est totalement faux. Magali a tout fait pour échapper à la justice. Elle a changé sa coiffure, elle s'est fait tatouer pour qu'on puisse reconnaître facilement ce tatouage.
alors qu'elle ne le possédait pas lorsqu'elle était dans la boulangerie. Émilie, de son côté, va finir par reconnaître qu'elle a tout de même eu un rôle actif dans cette équipée sordide. Lorsqu'elle a vu Magali rentrer ensanglantée, elle lui a demandé de se déshabiller. Elle a pris les vêtements, le bonnet, et qu'elle a naturellement lavé tout cela. Et au fur et à mesure des auditions, les enquêteurs comprennent les raisons de sa dénonciation. Les choses sont relativement simples. C'est effectivement un acte de dépit amoureux, lié sans doute à l'ambiance, à l'atmosphère, à la jalousie qui était dans ce couple à trois, qui ont amené cette jeune femme à vider sa conscience. Au terme des gardes à vue, les 3 femmes sont mises en examen et placées en détention provisoire. Magali, pour vol et homicide volontaire. Anne-Sophie, pour complicité. Et Émilie, pour destruction de preuves. Mais le 9 septembre 2005, une erreur de procédure va permettre à Magali d'être relâchée. Pour les proches de Sylvain, c'est la colère et surtout l'incompréhension. Quand vous savez ça par les journaux, parce que je l'ai appris par les journaux, là, vous pétez les plombs d'écrire comme ça, on ne peut pas parler autrement. Cet incident va provoquer une indignation générale. Tout le monde se mobilise. Des pétitions sont signées. L'affaire prend une dimension, j'allais dire presque nationale. Tout le monde fait des commentaires sur le fonctionnement de la justice, comment on a laissé ressortir quelqu'un qui a commis un meurtre dans une affaire particulièrement grave. Donc l'émotion est très forte. L'émotion est d'autant plus forte que la question qui se pose, c'est est-ce que Magali ne va pas profiter de cette remise en liberté pour s'enfuir? Alors, Magali sera-t-elle présente à son procès ou va-t-elle disparaître et laisser la famille de Sylvain face à ce déni de justice? Le 16 novembre 2005, 3 ans après les faits, le procès de Magali, Anne-Sophie et Émilie s'ouvre à la cour d'assises de Saint-Étienne. Les journalistes des 4 coins de la France ont fait le déplacement. C'est un procès très médiatique. Tous les médias nationaux sont là. Encore une fois, c'est déjà une affaire qui a attiré l'attention des médias parce que la mort d'un boulanger, dans ces circonstances-là, c'était quelque chose déjà d'assez extraordinaire. Et puis il y a eu le deuxième événement, cette remise en liberté forcée avant les faits, qui a à nouveau alimenté une polémique sur le fonctionnement de la justice. En effet, tout le monde redoute l'absence de Magali. Mais à quelques minutes de l'ouverture, l'accusée fait une apparition très remarquée. Elle ne ressemble pas à l'image qui avait été quelque part décrite de cette femme très masculine, dont on parle comme d'un mec. Cette jeune fille s'est présentée à l'audience avec un petit col roulé, les cheveux longs, des lunettes et une chaîne en or avec une croix au bout, comme une jeune petite fille bien sage. Donc ça, c'était très grave, difficilement vécu. Mais je pense que quelque part, c'était tellement gros que ça n'a convaincu personne. Dans le box des accusés, Anne-Sophie et Émilie ont rejoint Magali. Daniel, le père de Sylvain, se retrouve pour la première fois face aux meurtrières présumées de son fils. Pour moi, elles sont très calmes. Très calmes. Elles ne lèvent pas le nez. Elles ne cherchent même pas à regarder ce qui est en face d'elles. Comme si on était du bétail pour elles. C'est exactement ça, hein, c'est pas autre chose. Hein. Même pas avoir le courage de vous regarder en face. Au fil des débats, les expertises psychiatriques s'attardent sur les personnalités des 3 accusés. Dans un premier temps, celle de Magali,
considéré comme le chef de file. Les premières impressions, c'est sur son, on va dire sur son look. Un look qu'on pourrait qualifier de très masculin, c'est-à-dire qu'elle surjoue ce qui devrait être un mec, à mon avis. Et ça saute aux yeux dès qu'on la rencontre. Anne-Sophie, on la présente comme plus effacée et on la présentera effectivement comme quelqu'un qui est plus influençable. Donc là aussi, ça participera assez largement au fait qu'on va surtout se focaliser sur Magali parce que les deux autres personnalités apparaissent beaucoup plus ternes. Quant au fait que Magali ait prémédité son geste, les experts appelés à la barre n'en sont pas convaincus. Je crois pas que c'est du tout prémédité. Elle avait prévu un scénario qui était une sorte de western moderne où on allait braquer quelque chose pour pas beaucoup d'argent, mais juste pour acheter de quoi manger. Hein. Je crois que ça c'est vrai. Montrer aux deux autres qu'elle avait surtout pas peur et qu'elle assumait, hein, et qu'elle savait manier son fusil de chasse. Et puis après, ça a mal tourné. Je pense que non, il n'y a pas l'idée de tuer. Non, je pense pas, franchement. Et elle le décrit très bien. Je pense que là, elle est sincère. Au terme de 3 jours de procès, le verdict tombe. 28 ans de réclusion criminelle pour Magali, soit 3 ans de plus que les réquisitions de l'avocat général. Anne-Sophie, elle, est condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Et Émilie, à 3 ans, dont 2 avec sursis. 28 ans, c'est pas assez. Quand on prend la vie d'une personne, quand on prend la vie d'un gamin de 22 ans, c'est pas assez. Magali fait appel. Et le 26 octobre 2006, sa peine est confirmée par la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, à Saint-Just-Saint-Rambert, la vie a repris son cours. 13 ans après le décès de Sylvain, la boulangerie existe toujours. Et le sujet revient souvent au détour des conversations. Sa famille, elle, tente de faire face. Mais le calendrier ne cesse chaque année de leur rappeler la perte incommensurable qu'elle a subie ce jour d'été 2002. Il y a les souvenirs, il y a les anniversaires, il y a les fêtes. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à l'ordre. Et on peut pas rester sans être un jour sans y penser. À 3 août, la vie s'est arrêtée. Crime toujours installé au cœur du Massif central et nous allons maintenant nous rendre en Aveyron. Ce jour-là, dans ce petit village, les habitantes sont inquiètes car une de leurs voisines, Patricia, n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. En se rendant au domicile de Patricia, ses amis vont avoir une vision d'horreur. Dans la buanderie, il y a une énorme flaque de sang sur le sol. Mais Patricia, elle, reste introuvable. Alors qui pouvait lui en vouloir? Que s'est-il passé dans cette maison? Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une mystérieuse disparition. Comment, un soir d'été 2012, une Anglaise de 58 ans s'est volatilisée en ne laissant derrière elle qu'un seul indice, du sang. Il y a une flaque de sang tellement importante qu'elle a goûté au travers du plancher et que ça a sointé sur l'étage inférieur. Il y a vraiment beaucoup de sang. Nous sommes à une 50aine de kilomètres de Rodez, à Vabre-Tizac, un village de 500 âmes au sud du Massif central. Regroupant les communes de Vabre et de Tizac, il se situe à 500 mètres d'altitude. Vabre-Tizac est un village aux confins de l'Aveyron. C'est vraiment très calme, ça s'appelle la vallée du Ségala. C'est très rocheux, il y a beaucoup de précipices, des forêts, assez sauvages et on y mène une vie assez tranquille et bon enfant.
Un charme qui, depuis de longues années, attire de nombreux expatriés, notamment en provenance du Royaume-Uni. C'est un village comme on l'aime les Anglais, c'est très pittoresque, avec une petite place sympathique et de très vieux bâtiments en pierre. Et voilà, c'est tout petit, il y a juste un petit bar-restaurant et un garage, une boulangerie, etc. Donc c'est tout mignon. C'est justement aux abords de ce village qu'en 2008, Patricia, une jeune retraitée anglaise de 58 ans, a choisi de poser ses valises. Mais en ce mercredi 22 août 2012, deux de ses amies sont inquiètes. Car malgré leurs appels, elle ne répond pas au téléphone. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elles essayent de la joindre. On sait que Patricia est assez accro aux réseaux sociaux. Elle ne communique pas par réseaux sociaux. Aucun signe de vie, donc ses voisines décident d'aller toquer à la porte. La voiture de Patricia est garée devant la maison. Mais à la porte, personne ne répond. Alors les deux femmes décident d'entrer. Les volets sont fermés, elles essayent d'allumer, mais il n'y a pas de courant. Déjà, voilà, ça les étonne un peu. Et elles avancent un peu dans le noir, dans la pénombre, et inquiètes, elles se demandent si leur copine n'a pas eu un accident. Elles poursuivent leurs investigations, elles montent au premier étage. Aucune trace de leur ami, ni même dans la chambre, le lit n'est pas défait. Mais en descendant au rez-de-chaussée, les deux femmes sont interpellées par des taches de sang. Et là, c'est un théâtre d'horreur qui s'offre à elles, dans la buanderie. Partout, il y a du sang. Elles ressortent effrayées, en courant quasiment, et elles téléphonent aux gendarmes pour les informer de ce qu'elles viennent de découvrir. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette maison, isolée, au milieu des bois? Où est passée Patricia? Et ce sang est-il le sien? À Vabre-Tizac, les gendarmes arrivent devant la maison de Patricia. Avant toute chose, ils se dirigent vers la buanderie. On commence à voir du sang par terre, sur le plancher. Il y a des éclaboussures sur des cartons qui sont là. Il y a des éclaboussures de sang sur une armoire. Il y a une flaque de sang tellement importante qu'elle a goûté au travers du plancher et que ça a sointé sur l'étage inférieur. Il y a vraiment beaucoup de sang. On peut penser arme blanche, on peut penser coup de couteau, on peut penser égorgement, on peut penser tout ça. Les gendarmes s'interrogent alors sur la nature des traces de sang. En fait, ça donne l'impression que le corps a été traîné sur plusieurs mètres. Un sillon ensanglanté traverse la maison de part en part. Et la traînée se poursuit jusqu'à l'extérieur. La trace s'arrête en bas des escaliers, on n'a plus rien. Ensuite, c'est de la pelouse, de l'herbe, on n'a plus rien. Les gendarmes immédiatement imaginent que le corps a été mis dans un véhicule et que le véhicule est parti avec le corps. Les gendarmes parcourent maintenant la propriété à la recherche d'indices. Premier constat, rien n'a été dérobé. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas d'effraction constatée sur les serrures encore, sur aucune porte. La thèse du cambriolage qui aurait mal tourné est donc évincée. C'est alors que les analyses sanguines confirment ce que tout le monde redoutait. Rapidement, les examens scientifiques vont déterminer qu'il s'agit du sang de Patricia. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. L'urgence est maintenant de retrouver Patricia au plus vite. Pour cela, le procureur de la République va déployer les grands moyens. Ah mais tout a été mis en œuvre, y compris des recherches par hélicoptère, l'armée a été mobilisée, il y a de très nombreux militaires qui ont fait des battues dans toute la région, on a cherché tous les endroits possibles où on aurait pu éventuellement cacher un corps, et on n'a rien trouvé. Les enquêteurs s'intéressent alors à l'histoire de cette jeune retraitée.
Ancienne cadre dans l'archivage, elle s'est installée dans cette maison il y a 5 ans, avec Donald, son compagnon. Il y a pas mal d'Anglais dans le coin. Donc on n'est pas isolé. D'ailleurs, très vite, on s'est fait des amis, même si on ne parlait pas très bien français. Vous savez, on était bien là-bas. L'atmosphère y était agréable et les habitants sympathiques. Dans le sud du Massif central, Patricia et Donald coulent des jours heureux. On aimait cuisiner ensemble, mais aussi se promener dans le jardin. C'était notre quotidien. Patricia améliore son français de jour en jour. Et au village, elle sait se faire apprécier. Elle était pétillante, elle était joyeuse, elle était intelligente, elle avait beaucoup d'amis, elle était festive. Enfin, tout le monde vraiment l'a décrit comme une fille assez irrésistible. Mais fin 2011, une ombre va venir ternir ce joli tableau. En 2011, j'ai eu un problème aux jambes et au dos. Alors, j'ai consulté des médecins français, mais je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'ai donc décidé de rentrer en Angleterre pour savoir ce que j'avais. Le diagnostic est sans appel. Donald est atteint d'une sclérose en plaques. Il doit donc rester en Angleterre. Pour Patricia, c'est un coup dur. Seule, dans cette grande maison, elle commence à déprimer. Je savais qu'elle buvait beaucoup et qu'elle prenait aussi des antidépresseurs. Alors, qu'est-il arrivé à Patricia? Et pourquoi son compagnon ne s'est-il toujours pas manifesté? Donald serait-il impliqué dans la disparition de sa compagne? À Vabre-Tizac, voilà près d'une semaine que Patricia a disparu. Et c'est le cataclysme. La nouvelle s'est répandue dans tout le village et au-delà. En fait, il y a une déferlante qui est arrivée là, d'abord avec les gendarmes, et puis ensuite avec la presse. Donc tout le quotidien des gens est complètement bouleversé. Ils étaient un peu impressionnés de voir pas mal de journalistes britanniques débarquer aussi dans ce tout petit village. En France, comme en Angleterre, une question est sur toutes les lèvres. Où est passé Donald? Bien évidemment, tout le monde s'interroge sur son conjoint, sur le conjoint de Patricia. Où est-il? Que fait-il? C'est vrai que c'est un peu le grand absent du début de cette histoire. Sa compagne disparaît, lui il n'est pas là. On ne sait même pas où il est. En réalité, c'est en Écosse, à 1500 km de là, que Donald est en convalescence chez sa sœur et il apprend la terrible nouvelle. Ma sœur est venue me voir pour me dire que Patricia avait disparu et qu'elle avait été probablement assassinée. Ça a été un choc énorme. Et si Donald ne s'est pas alarmé plus tôt, c'est parce que depuis quelque temps, il est en froid avec Patricia. Il n'est d'ailleurs pas inquiété par les forces de l'ordre, ne pouvant se trouver en France et en Écosse au même moment. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Toulouse s'attachent alors à reconstituer l'emploi du temps de la disparue, le dernier jour où elle a été vue. Le 17 août, Patricia rentre de Londres avec une amie. Elle a acheté une nouvelle voiture. Elle dépose cette amie qui habite aussi dans l'Aveyron, vers 19h, on pense, à peu près, chez elle. Et après, elle rentre chez elle après avoir fait quelques courses.
Et c'est à partir de là qu'elle ne donnera plus jamais aucun signe de vie. Que s'est-il passé ensuite? Les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Pourtant, en étudiant l'ordinateur de Patricia, un élément attire leur attention. Elle surfe un peu sur Internet, et puis à un moment précis, l'électricité, l'ordinateur, tout était coupé d'un coup. Il est alors 21h28. Serait-ce l'heure à laquelle Patricia aurait été agressée? Le mystère reste entier. Mais les gendarmes vont très vite faire une découverte déterminante pour la suite de l'enquête. Ils apprennent relativement rapidement que, effectivement, Patricia aurait un amant. Elle a finalement trouvé un peu une oreille, du réconfort auprès d'un jardinier que lui a présenté une amie anglaise et qui s'est proposé d'entretenir le jardin. Ils vont passer quelques soirées pendant que Donald, lui, est en Angleterre pour des soins. Et un jour, l'idylle va naître entre eux. Une histoire d'amour. Alors, qui est ce mystérieux amant? Aurait-il pu jouer un rôle dans la disparition de Patricia? Les enquêteurs tiennent-ils enfin une piste sérieuse? À la brigade de recherche de Toulouse, les enquêteurs se penchent sur le profil de l'amant de Patricia, que nous appellerons Didier. À 50 ans, il n'a jamais eu affaire à la justice. C'est un garçon qui, en fait, au départ, était imprimeur et qui, à la suite d'un divorce difficile qui a été très, très douloureux pour lui, s'est retrouvé à faire des petits boulots de jardinier. Didier fait des travaux chez plusieurs personnes dans le secteur. Il est connu pour ça, rendre des services. Il fait autant du jardinage que de la maçonnerie. Donc voilà, beaucoup de gens et beaucoup de personnes de la communauté anglaise font appel à lui. Et dans la région, le jardinier a une très bonne réputation. C'est quelqu'un de très travailleur, vraiment, qui aimait beaucoup son travail et qui était vraiment, qui avait le cœur sur la main, quoi. Si on pouvait lui demander n'importe quoi, honnêtement, il disait toujours oui, il était toujours prêt à rendre service. Mais Didier a du mal à se remettre de sa précédente séparation. Il ne voit plus ses deux enfants et depuis quelques années, il vit dans une caravane. Depuis quelque temps, il était un peu en errance, un peu sociale et affective. Et c'est vrai qu'en rencontrant Patricia, ça a été son rayon de soleil. Pourtant, la relation entre Patricia et son jardinier se serait très vite compliquée. Patricia aime bien traîner tard le soir, voir des amis, etc. Et le jardinier, lui, c'est un travailleur, il se lève tôt le matin, donc à 7h le soir, il faut qu'il ait mangé, à 8h, 8h30, il faut qu'il soit couché. Donc ils ont un rythme de vie qui va rapidement créer des tensions. À peine 3 mois après le début de leur histoire, Patricia aurait fait part à ses amis de l'attitude envahissante et autoritaire de Didier. Il a tendance à la contrôler, à vouloir lui dicter sa vie. Et elle, qui est assez indépendante, a un peu de mal avec ça. Les enquêteurs décident alors d'entendre le fameux Didier. Il va expliquer que depuis qu'elle est partie en Angleterre, c'est-à-dire en gros depuis le 7 août 2012, il n'a plus eu aucun contact avec Patricia. Mais lors de cette audition, les gendarmes soumettent le jardinier à un examen médical. Il y a un certificat médical qui va constater qu'il a des traces de griffures compatibles avec des traces d'ongles sur la poitrine et qu'il a aussi des traces sur la main gauche. Et que ces traces sont compatibles avec des faits qui se seraient passés 8 jours auparavant. Alors, le certificat médical date, je crois, du 24 août. Et la disparition de Patricia est en effet 8 jours auparavant, le 17 août. Mais tout ceci n'est qu'une supposition. Les enquêteurs partent donc à la recherche de preuves matérielles. Ils perquisitionnent la voiture de Didier, qui leur réserve de nouvelles surprises.
Il y a des traces de sang à plusieurs endroits de la voiture. Et notamment dans le coffre et notamment dans le creux de la rainure de la portière du coffre. Confronté à cette découverte, Didier a une explication. Il expliqua qu'il était chez un client, que le congélateur a lâché et donc il y avait de la viande avariée, qu'il a transporté cette viande de chez cette personne jusqu'à la poubelle dans la malle de sa voiture. Les enquêteurs sont dubitatifs. Les échantillons du sang sont envoyés en laboratoire. Didier, lui, est mis en examen et incarcéré à la prison de Villeneuve-les-Maguelones. Alors, d'où provient ce sang? Les enquêteurs... Dans la région, la nouvelle de l'arrestation du jardinier suscite l'émoi. Pour tous, c'est l'incompréhension. Pourquoi lui aurait fait ça, quoi? C'est vrai que c'est le choc. Les gens, dans un premier temps, n'y croient pas. Il y a eu un comité de soutien, les gens qu'il connaissait, beaucoup des gens de sa famille, mais pas uniquement de sa famille, des gens du village, d'autres expatriés qu'il connaissait étaient abasourdis. Pourtant, du fond de sa cellule, Didier va de lui-même venir renforcer les soupçons à son égard. Il va être à un moment donné avec des compagnons de cellule, des gens qui d'un coup vont demander à parler au juge d'instruction en charge de son affaire. Alors le juge dit ok, c'est assez étonné. Et finalement ils vont lui faire des révélations incroyables. Ils vont dire écoutez, le jardinier nous a avoué avoir tué Patricia. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Mais devant le juge d'instruction, Didier se rétracte. Didier explique que ses aveux lui ont été extorqués. En fait, qu'il a été victime de menaces et surtout de coups. Mais les résultats des analyses de sang retrouvées dans la voiture de Didier tombent. Il s'agit bien du sang de Patricia. Et ce n'est pas tout. Les relevés téléphoniques du jardinier se révèlent, eux aussi, très instructifs. Les gendarmes ont constaté que le jardinier ne va avoir de cesse d'appeler Patricia le jour de sa disparition, le 17 août 2012. Et finalement, ces appels vont cesser à 20h57, comme s'il savait qu'il allait se passer quelque chose, qu'elle ne serait plus jamais joignable à partir de cette horreur-là. C'est quand même assez étonnant. D'autant plus qu'au moment de ce dernier appel, les enquêteurs découvrent que Didier se trouvait à Vabre-Tizac. Le téléphone déclenche un relais tout près de la maison, dans le secteur de la maison de Patricia, justement aux alentours de 21h, donc l'heure à partir de laquelle il suspecte la disparition de Patricia. Didier est dos au mur. Interrogé de nouveau par le juge d'instruction, il est finalement contraint de reconnaître qu'il était bien présent sur les lieux du drame. Il dit « Je suis venu la chercher à son retour d'Angleterre parce que je voulais que nous allions à la fête du village voisin. » Il arrive, il ne voit pas de lumière dans la maison, il rentre dans la maison, et là il découvre qu'il y a du sang un peu partout. Quand il voit ça, il prend peur, il remonte dans sa voiture, et il va partir affolé, en se disant « Je ne peux pas appeler la police parce que si je les appelle, on va me désigner comme le coupable. » Mais un élément intrigue toujours le juge. Pourquoi, après une telle découverte, Didier se rend-il tout de même à la fête du village, à Najac? Et certains se demandent si c'est pas une tentative de recherche d'un alibi pour dire vous voyez, moi je suis dans une fête, je peux pas être au même moment en train de tuer ou d'agresser ma maîtresse. Alors, l'histoire de Didier est-elle crédible? Les enquêteurs se sont-ils trompés de coupable? Ou au contraire, le jardinier a-t-il encore des choses à cacher? À Montpellier, l'instruction se poursuit. Car si les enquêteurs tiennent un suspect,
de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir, notamment le mobile du crime. C'était un homme qui disait, selon les amis de Patricia, qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qui a été rejeté. Donc voilà, le mobile, c'est le crime passionnel. Pour l'accusation, il semble qu'il soit arrivé chez Patricia dans l'espoir de renouer. Il a essayé de la convaincre. Sans doute a-t-elle essayé de les conduire une nouvelle fois, pris d'une crise de panique ou de violence ou de passion. Il s'est rué sur elle et l'a agressée, peut-être avec un objet, on ne sait pas avec quoi. Toujours est-il avec quelque chose de tranchant puisqu'elle a perdu beaucoup de sang. Et ensuite, il a fait disparaître son corps. Ce que je ne sais pas, c'est comment il a tué Patricia, de quelle manière, est-ce qu'elle a souffert, pas souffert. Et ça, j'ai besoin de le savoir. Donald a besoin de le savoir. Le problème, c'est que le corps de Patricia n'a jamais été retrouvé. Et sans cadavre, la partie se corse pour l'accusation. L'accusation peut donc pas dire comment éventuellement elle est disparue. De ce fait-là, on perd beaucoup d'éléments qui permettent d'accuser quelqu'un. Parce que pour accuser quelqu'un, il faut quand même avoir la preuve que la personne est morte. D'autant plus que le 17 août 2012, à 22h30, Didier est vu à plus de 20 km de la maison de Patricia. Alors, a-t-il réellement eu le temps de commettre le crime dont on l'accuse ? Pour la partie civile, cela ne fait aucun doute. L'ordinateur s'éteint à 21h28, coupure générale de la maison. On est probablement au moment où le meurtre se commet. On le voit à 22h30 à la fête de Najac, 1 heure plus tard. Les gendarmes ont fait le trajet, il faut une demi-heure pour aller de la maison de Patricia à Najac, ce qui lui laisse une demi-heure pour cacher le corps. Et puis ça va très vite, hein. Il faut quelques secondes pour tuer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, l'avocat de Didier dénonce des manquements dans l'enquête, et notamment concernant Donald. Il aurait été indispensable, par exemple, de vérifier avec beaucoup de précision les alibis de l'ancien ami. Mais on n'a pas cherché. Et tout ce dossier, tout ce qu'il y a dans ce dossier, tout ce qui pose problème dans ce dossier, c'est justement qu'on n'a pas cherché. C'est faux. On a creusé la piste de Donald, à savoir est-ce que le compagnon de Patricia a pu de près ou de loin être lié à sa disparition. Il y a quantité de témoins qui disent bien que le jour, l'heure, etc. où Patricia rentre en France, lui était en Écosse. Le compagnon de Patricia, lui, ne demande qu'une chose, que le procès ait lieu et que justice soit faite. En attendant son procès, Didier est toujours en prison. Tant qu'il n'a pas été jugé coupable de ce crime, il est présumé innocent. Trois ans après les faits, Donald ne se remet toujours pas de la disparition tragique de Patricia. Aujourd'hui, c'est seul, avec le souvenir de sa compagne, qu'il vit dans la grande maison. Patricia me manque. Elle ne méritait pas de mourir. C'était une belle personne. On a vécu de merveilleux moments ensemble.